Corinne, on est prêt. On est prêt. Voilà, alors bonjour tout le monde. Denise, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. D'accord. Monsieur Davio m'entend. Et donc, comment je mets sur l'image? Ah voilà, je double-clique. Ouais. Voilà. Mais du coup, je vois plus Rémi. Là. Ah oui. Bon. Alors, si vous m'entendez, que les élèves dans la classe m'entendent et que les terminales à Bibac m'entendent, alors tout va bien. Je vous remercie d'abord à tous d'être là aujourd'hui et de pouvoir écouter Madame Debeau, qui a bien gentiment voulu me raconter son histoire qui est liée à celle de la Seconde Guerre mondiale. Je l'ai déjà rencontrée et je l'ai trouvée passionnante, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous en faire part. Les élèves ici de Félix-Faure ont été sensibilisés au concours national de la résistance. Cette année, le sujet, c'est entrer en résistance en 1940, comprendre, refuser. Et donc, l'intérêt de cette visioconférence, c'est aussi que les élèves puissent comprendre ce qui a motivé les hommes et les femmes de Beauvais à choisir la résistance plutôt que la collaboration. Mes élèves sont en train de regarder les documents que vous m'avez fait passer. Et ensuite, je vais envoyer un élève en salle 33, Rémi, pour que tes élèves puissent voir les documents aussi. D'accord, merci. Alors, on a décidé avec Madame Debeau de commencer par un ordre chronologique. Du coup, elle va commencer par vous raconter le début de la guerre, les années du coup 39 et 40, avant que son papa rentre dans la clandestinité. Ensuite, on fait une pause question. Dans cette classe et dans la vôtre aussi, Rémi. Ensuite, Denise reprendra son récit pour parler cette fois de la partie de son père en tant que résistant et aussi de sa mère, sa vie de famille. On fera une pause et ensuite on reprend pour la troisième partie sur la fin de la guerre. C'est ce qu'on appelle la libération pour nous. Est-ce que ça vous va? Oui, parfaitement. Oui, oui. Je vais essayer de bien expliquer pour que les élèves… D'abord, je voulais vous remercier, vous aussi, de de me recevoir. C'est vraiment avec plaisir que je le fais, car j'ai toujours ressenti le devoir de transmettre le devoir. J'ai un devoir de mémoire envers ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons aujourd'hui tous là réunis et que nous soyons devenus un peuple libre de penser, de pouvoir vivre, de pouvoir faire. On a expliqué comment on a refusé de l'occupation allemande. Alors, si vous voulez, je continue mon… Eh oui, on veut bien, merci. Alors voilà. D'abord, je dois vous dire qu'il faut que vous vous remettiez dans la situation de l'époque. Pas de téléphone, pas de télé, pas de moyens de transport. Donc, on marchait à pied. J'ai connu les voitures à cheval. Et puis les autos. Comment j'ai appris? D'abord, j'ai vécu il faut que je vous explique que je suis née en 1932, que j'ai connu les avancées sociales de 1936. Et pour vous expliquer la guerre de 1939, j'avais donc, en 1939, j'avais 7 ans. Et je me souviens parfaitement d'avoir vu, je ne sais pas si vous êtes parmi vous, je suppose qu'il y a des élèves qui habitent le quartier de la Soie-Vauban, le quartier Saint-Lucien.
donc sur les murs de l'ancienne, là où il y a les habitations de la Soie-Vauban, j'ai trouvé, en revenant du marché avec ma maman, j'ai trouvé une affiche qui notifiait la mobilisation des hommes de 1939. Bien sûr, la petite fille que j'étais, j'ai interpellé ma maman pour demander ce que cela signifiait. Cela voulait dire que, bien sûr, mon papa, comme les autres papas, comme les autres hommes en âge d'être mobilisés, partirait dans les casernes. J'ai donc vu mon papa partir en 1939. Toute la période de 1939 où il avait l'occasion de pouvoir venir en permission parce qu'il était réformé, qu'il ne voyait pas très, il avait une très mauvaise vue. Et ensuite est arrivée vite la période de 1940. J'ai donc vu d'abord les réfugiés venant de la Belgique arriver en France, et on se demandait ce que ça voulait dire. Bien sûr, c'était la déclaration de la guerre, et c'est là qu'a commencé les principales batailles puisqu'on avait fait construire par l'armée française la ligne Maginot, qui n'a pas longtemps résisté aux assauts des soldats allemands, puisqu'ils sont arrivés ils ont franchi directement par l'arrivée des Ardennes. Et donc, est arrivée la période de 1940 où on recevait on recevait les bombardements allemands. Pour moi qui habitais rue du Maréchal Joffre, au pied de l'église de Notre-Dame-du-Thil, les habitants se réfugiaient dans des carrières qui se situent en dessous de la route qui va vers la route de Dieppe, la route de Calais. Il y a en dessous de cette route-là, il y a des carrières qui donnent dans la rue du Maréchal Joffre. Et c'est là que les habitants se sont réfugiés. Je vais peut-être abréger et arriver directement après les bombardements qu'on a vécus de 1940, où on se réfugiait les habitants se réfugiaient dans les carrières. Bientôt est arrivée la période dite de l'exode. Période de l'exode, les préfectures des départements avaient ordonné aux habitants de préparer quelques bagages pour partir, mais partir où, on ne savait rien. Et en 1940, est une petite fille de 8 ans, j'avais donc une petite sœur de 5 ans, et on allait partir. Mon papa était militaire à Compiègne. Ma maman était restée à la maison avec, bien sûr, ses enfants. Et j'ai eu la chance d'avoir une tante qui m'a servi de grand-mère à l'époque, ce qui permettait à maman de pouvoir aller travailler. Et donc, après la deuxième réquisition de la préfecture, ma maman ont décidé de partir sur les routes de l'Exode. Si vous avez vu à la télévision, dans les reportages, lorsqu'il y a des guerres dans d'autres pays, c'est comme ça que quand je vois ce qui se passe dans certaines régions du monde entier, je ne peux que me remettre en mémoire
de me voir sur la route, à pied, partant, on ne savait pas où. On se dirigeait vers les villages les plus près, et puis on prenait, pour ma part, on est parti à Noailles, où on a pris le train, et puis embarcation Paris. Et là, à Paris, ben tous les gens qui venaient de différentes régions étaient parqués dans des centres de réfugiés. Et puis, après, il fallait que chaque région de France accepte de recevoir des familles ou qui puissent être hébergées pour un certain laps de temps, puisqu'on ne savait rien du tout de ce qu'il allait se passer. Pour la part de ma famille, de la gare de Paris, on a été dirigé vers la Bretagne. J'ai été d'abord à Rennes, ensuite à Nantes, où là, il a fallu attendre. On était parqués dans des centres d'accueil, couchant sur des paillasses, les femmes, les enfants, tout le monde, comme quand vous voyez des réfugiés qui arrivent actuellement. Eh bien, pour moi, quand je vois ces gens-là qui arrivent, qui fuient leur pays, c'est ce que moi j'ai vécu à la guerre de 39-40. On était partis de chez nous avec un modeste bagage, et puis pour ma part, avec ma famille, j'ai été hébergée à Saint-Mars-du-Désert, à 20 kilomètres de Nantes. Mais pour s'y rendre, bien sûr, comme je vous l'ai si bien dit au début, il n'y avait pas de moyen de locomotion. Seul un autocar qui pouvait nous emmener. Autrement, pour partir de Nantes, eh bien, ma foi, on allait à pied. Et même quand vous êtes un bon marcheur, peut-être que c'est facile de faire ces 20 kilomètres, mais pour moi personnellement, j'en ressentais un calvaire de faire ces 20 kilomètres à pied. On a donc vécu à Saint-Mars-du-Désert de juin 1940 à août 1940. Entre-temps, mon papa qui était, je vous ai dit, militaire à Compiègne, entretenait, malgré les bombardements, malgré les tracas de toutes sortes, entretenait une correspondance avec ma maman. Et maintenant, quand je mets une lettre à la poste actuellement, elle met 3 jours, 4 jours, des moments 8 jours pour parvenir au destinataire. À l'époque, les postes marchaient très bien, et mon papa avait si bien que mon papa avait appris qu'on était évacué, qu'on n'était plus dans l'Oise et qu'on se retrouvait à Saint-Mars-du-Désert dans une... le nom vous disait bien, c'est un tout petit village sans pratiquement de commerce, sans rien du tout pour pouvoir se débrouiller. Mon papa a trouvé le moyen, puisque l'armée c'était la débâcle, l'armée était partie, mon papa était démobilisé à Poitiers. Il a trouvé le moyen de venir nous retrouver à Saint-Mars-du-Désert en août 1940. Ensuite, après août 1940, on a obtenu de pouvoir rentrer à la maison parce qu'il fallait une autorisation de la préfecture pour revenir. Et quelle n'a été, on est donc rentré à Beauvais, mais quelle n'a été ma surprise, comme tous les gens qui arrivaient, Beauvais n'existait plus. Il avait été entièrement détruit par des bombes incendiaires que les Allemands avaient jetées. Et donc, comme Beauvais était une ville moyenâgeuse, une ville pratiquement de
les maisons étaient pratiquement bâties sur des matières inflammables, notamment du bois, et il ne restait plus rien de Beauvais. On a donc traversé les ruines de Beauvais pour arriver à la maison et trouver une maison qui avait été toute saccagée, toute vidée, parce que il y avait bien sûr, s'il y a des vols actuellement, à l'époque, il y en avait aussi. Alors, je vais peut-être arrêter là et puis me poursuivre après. Je ne sais pas ce que vous voulez décider. Oui. Est-ce que j'ai peut-être sauté des périodes, mais expliquer directement comme ça, sans, je ne sais pas si j'ai été assez explicite. Alors, vous avez été très bien, merci. On a bien compris, je pense. Je vais m'adresser aux élèves, voir s'ils ont une question pour vous. Alors, je suis à votre disposition pour répondre. Vous pouvez me questionner, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Peut-être que j'ai été trop brève, mais il faudrait des jours et des jours pour raconter mon histoire. Alors, il y a effectivement une question dans cette salle. Et on en a une ici aussi. D'accord. Bonjour, je voulais vous demander comment vous avez vécu. Ah merde, c'est bon. Comment vous avez vécu l'après-guerre, madame? Comment? L'après-guerre. Alors, vous sautez déjà donc l'après-guerre, c'est-à-dire la libération, alors. Ouais, c'est tout ce qui est la libération et surtout la reprise de la France. La période de la libération. Pour moi qui suis une fille de clandestins résistants, pour moi, ça a été un soulagement parce que d'abord, j'ai été clandestine avec mon papa pendant une certaine période, puisque je suis la fille d'un militant communiste très connu dans le Beauvaisis et que le Parti communiste était un parti clandestin dissous par le gouvernement en 1939 et que la maison de mes parents avait déjà été perquisitionnée, on cherchait des noms pour mettre les communistes en prison. Et donc, comment papa ayant été clandestin, mais ça va faire l'objet d'un prochain paragraphe de mon récit, mais par rapport à la libération, pour moi, c'était un soulagement. Les gens, bien sûr, étaient contents. C'est pas que je n'étais pas contente, mais moi, je retrouvais une vraie famille. Parce que toute la période de l'occupation allemande, j'ai toujours estimé après la libération qu'on m'a volé ma préadolescence. Je n'ai pas pu, peut-être que j'aurais sans doute aimé suivre des études supérieures comme vous. Je n'ai jamais eu cette chance-là. Tout ce que je sais, je l'ai appris à l'école primaire. J'ai passé en 1943, j'ai passé ce qu'on appelait le DEPP. C'est un diplôme qui permettait aux élèves qui voulaient suivre des études d'entrer en classe de 6e. Mais ma maman n'a jamais voulu que j'aille en classe de 6e. J'aurais donc été ce qu'on appelait à l'époque non pas les collèges, mais un cours complémentaire. Le cours complémentaire Michelet qui était à Beauvais, près de la gare SNCF. Et comme il y a eu, puisque là vous avez sauté une période, la période où les Anglais, les Américains, parce qu'on a reçu les bombes des Allemands, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi reçu, nous, les bombes des Américains et des Anglais qui, pour la bombe, ne tombaient pas pile à l'endroit exact. Quand les bombes voulaient tomber sur le champ d'aviation de Thiers, il est arrivé qu'elles tombent près de la Soie-Vauban, par exemple.
Et donc, pour moi, la libération, c'était un moment de calme, de bonheur, de me retrouver en famille. Parce que vivre sans un papa, avec des difficultés financières, des difficultés pour manger, pour s'habiller, se chausser, les hivers rigoureux de la guerre, c'est pas quelque chose de joyeux. Vous savez, dans cette période de Noël, où là, il y a le virus et tout. Oui, c'est terrible. Mais il faut ce que moi je vous demande à vous les jeunes, c'est résister, avoir toujours l'espoir, vous battre pour un avenir meilleur, pour que le monde soit plus juste entre les peuples et qu'il n'y ait pas de différence de couleur de peau, de différence de religion. Moi, personnellement, je ne suis pas croyante, mais je respecte infiniment les croyants. Il y a des gens honnêtes dans toutes les populations, dans tous les peuples. Alors, vous dire oui, pour moi, c'était une libération, mais on n'a pas fait la fête à la maison. On était content de se retrouver. Je retrouvais un papa qui pendant des années, je n'avais jamais pu appeler papa. Et je vous en donnerai les raisons après. Je ne sais pas si j'ai été convaincante, mais je vous le dis du fond du cœur. Eh ben, merci beaucoup. C'était très bien, merci beaucoup. Je crois que j'ai une autre question. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, quand on vous a autorisé à revenir sur Beauvais, est-ce que c'était parce que c'était beaucoup trop dangereux de revenir qu'il fallait des autorisations? Comment ça se fait? Non. C'est tout simplement que quand on évacuait, d'abord, on n'évacuait pas de notre plein gré. C'était la préfecture qui obligeait les populations à se retirer parce qu'on pensait que le front se reculerait et que les Allemands allaient débarquer. Moi, j'ai vu les Allemands. Alors, on nous a chassés en Bretagne et moi, j'ai vu arriver les Allemands. Et si bien que tout le monde avait peur, seuls regardaient aux fenêtres les femmes et les enfants qui osaient regarder les colonnes allemandes qui arrivaient en rang. Moi, c'est une vision des Allemands en rang serré, au pas, on appelait ça le pas de loi, qui arrivaient directement. Tous les hommes, dans le petit village où j'étais à Saint-Mars-du-Désert, tous les hommes étaient cachés parce il y avait une rumeur qui disait qu'on allait ramasser tous les hommes. Les Allemands arrivaient en triomphateurs, ils n'avaient pas à se battre, il n'y avait pas de résistance. Alors, ils sont arrivés en triomphateurs. Et pourquoi il a fallu aussi longtemps de rester en Bretagne ou dans d'autres régions? Bien sûr, il y en a d'autres, ils ont été dans le centre de la France. On a essayé de caser les populations du Nord du mieux qu'on a pu dans d'autres départements. Mais pourquoi on ne revenait pas quand on voulait? Parce qu'on n'avait pas l'argent. Avec quoi vouliez-vous qu'on vive? On avait quelques menus secours de la préfecture, mais on ne pouvait pas travailler. On était là, on campait dans des maisons sur des paillasses avec la casserole qu'un voisin avait voulu nous prêter, les assiettes qu'on nous avait données, le petit lit pour ma petite sœur qui avait été malade qu'on avait donné. On couchait pas, on a couché comme ça des mois entiers. Quand vous voyez les réfugiés qui couchent dans des centres, eh ben moi, c'est ce que j'ai vécu de la dernière guerre. Il fallait donc attendre puisqu'on nous avait obligés à partir, c'était logique qu'on nous rende l'appareil pour nous laisser rentrer chez nous, pour ceux qui avaient des maisons. Moi, j'ai la chance, on a été pillés, mais j'ai la chance d'avoir pu retrouver ma maison. Mais combien d'enfants et de parents n'ont pas retrouvé leur maison à Beauvais? Puisque vous êtes dans la classe de Continue. Ah, je peux continuer. Oui, continue, t'entends. C'est juste que ça, c'est mis en petit. Vas-y. De ce coup-là, j'ai perdu le fil. T'attendais l'autorisation pour repartir à Beauvais. Et toi, tu avais ta maison, elle n'a pas été bombardée. Donc, tu as eu la chance, toi, d'avoir ton toit. Oui,
Oui, et donc les enfants n'avaient moi j'avais la chance de pouvoir être entrée. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup, c'était très bien. On va pouvoir passer à la suite. Votre papa, lorsqu'il a pris la clandestinité? Oui, oui. Vas-y, tu peux y aller. Non, c'est juste que c'est un petit. Vas-y. Quand ton papa a pris la clandestinité, quand il est devenu clandestin. Pour la clandestinité. Et de voile, c'est juste que moi, c'est petit. On a un petit souci technique, rien de grave. On a une élève qui souhaiterait vous poser encore une question. Vous êtes d'accord? Ah, bien sûr, je vous écoute. On a plus d'images. Et pour les gens qui avaient plus de maison à Beauvais, quand tu voulais rentrer, ils rentraient comment? On n'a pas entendu. J'ai pas. Les gens qui voulaient rentrer chez eux mais qui n'avaient plus de maison, ils allaient où quand ils voulaient venir à Beauvais? Les gens qui revenaient qui n'avaient plus de maison. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors, eh bien, moi, je vais vous dire, personnellement, la maison que j'habitais était assez grande et mes parents ont offert gracieusement à une famille, une maman dont le papa était prisonnier de guerre, et la maman était restée avec ses 2 enfants. Ma maman lui a offert les couchages et de quoi se nourrir et se coucher à la maison. Beaucoup d'autres, c'était la solidarité. Et puis, il y a les habitants de Beauvais, bien sûr, ils ont d'abord couché dehors ou dans les grottes du quartier Saint-Jean, par exemple. Mais il a fallu construire. Et donc, on a construit des baraquements en bois, c'est-à-dire que c'était là où vous avez le centre du jeu de paume à Beauvais. La place du jeu de paume était entièrement recouverte pour les populations, les familles nombreuses, parce qu'il y avait à l'époque pas mal de familles nombreuses. Et donc, on a construit des baraquements en bois. Pour ma part, des baraquements en bois, on disait qui allaient durer peu de temps. Il fallait savoir qu'il n'y avait pas de WC, un seul WC pour une certaine quantité de population. Il y avait l'eau au robinet dehors, pas de lavabo, et puis ce qu'ils avaient trouvé de briquets de broc qui pouvaient rester dans les décombres s'ils retrouvaient une casserole, s'ils retrouvaient des assiettes, si petit à petit se reconstituer de quoi faire à manger, mais c'était des habitations toutes précaires, et on avait dit que ça allait être, qu'on ferait la reconstruction, mais les baraquements ont duré des mois, des années. Je peux vous dire que je me suis mariée en 1953 et qu'en 1953, j'ai encore habité dans un baraquement que j'ai fait passer à la professeure du lycée. En 1953, place du Franc-Marché, j'ai encore habité dans un baraquement parce que c'était encore la crise. Il n'y avait pas du tout d'immeuble, comme vous voyez. Beauvais a été complètement transformé. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous savez, maintenant, Beauvais, c'est une grosse agglomération. Mais avant, moi, j'ai toujours vécu au Grand Beauvais, mais j'habitais ce qu'on appelait, maintenant vous dites, ou le quartier Saint-Lucien ou le quartier Notre-Dame-du-Tille, mais c'était des communes. Ces communes, la commune de Notre-Dame-du-Tille, Voisin-Lieu, Saint-Just-des-Marais et Marissel ont été rapportées à la ville de Beauvais parce que ça supprimait les maires, il n'y avait plus qu'un maire, on habitait dans le Grand Beauvais. Et donc, c'est comme ça qu'on a habité, qu'on a vécu avec, bien sûr, les tickets de rationnement.
J'aurais aimé vous en apporter aujourd'hui. Malencontreusement, ils sont trop bien rangés, je ne les ai pas trouvés. J'aurais voulu vous montrer comment on vivait pour manger, pour s'habiller, se chausser avec les restrictions et puis peu à manger du fait de l'occupation allemande qui saisissait tout. Les Français n'avaient plus le droit à rien du tout, aussi bien l'alimentation, l'habillement, les chaussures. Ça a été une période pas facile du tout à vivre. Je ne sais pas si je vous satisfais dans ma réponse. Oui, oui. Merci beaucoup. Elle est très satisfaite. Alors, vous voulez que je vous parle de l'arrestation de mon papa? Ah oui, on veut bien. C'est ça? C'est ça? Quand les Allemands sont venus rue Joffre. Oui, on veut bien, merci. Les Allemands sont venus rue Joffre et qu'il est parti en clandestinité. Oui, oui, oui. À partir du départ de sa clandestinité. C'est ça. Alors, on est revenu de l'Exode. J'habite donc à Notre-Dame-du-Thil avec mon papa, ma maman. Pour compléter mon histoire, j'ai toujours vécu avec la sœur de mon papa qui va avoir une grande importance dans ma vie. La sœur de mon papa qui a 12 ans de plus que lui, c'est-à-dire que pour moi, ça laissait supposer à tous les gens qui ne nous connaissaient pas qu'elle était ma grand-mère et qui vivait avec moi. Et donc, à partir de la rue du Maréchal Joffre, mon papa il est revenu, il a été démobilisé et il n'a pas été fait prisonnier et il a été réquisitionné par les Allemands pour aller travailler comme manœuvre dans le centre de la Soie-Vauban, qui était un camp de prisonniers français. Donc, papa a travaillé là de la fin de l'année 1940 et l'année 1941, le début de l'année 1941. Papa avait une journée de congé. Dans mes récits, vous trouverez, parce que souvent je dis le 10 juillet, et d'autres moments, il est possible que je vous parle du 16 juillet pour l'arrestation de mon papa. Parce que, tout simplement, moi, j'ai toujours entendu dire mon papa que c'était le 10 juillet, et en voyant des expositions qui ont été faites sur la vie de la libération, on parle du 16 juillet. Donc, est-ce que c'est le 0 qui a été transformé en 6? Ça, je ne le sais pas. Donc, ça, ne pensez pas que c'est que je me trompe, mais je ne suis pas sûre du jour. Toujours est-il que pour moi, c'est le 10 juillet. On était dans le jardin rue du Maréchal Joffre et on avait une petite sonnette à la porte. Moi, j'étais toujours avec mon papa et on voit un feldgendarme allemand qui arrive avec une moto, un sidecar, et qui s'arrête à la porte. Papa lui ouvre la porte et il lui demande s'il était bien Monsieur Dubos Émile. Papa lui a répondu que non, qu'il ne s'appelait pas comme ça, qu'il s'appelait Dubos Marcel. Ça a prêté à confusion pour cet Allemand qui était seul, qui parlait un excellent français et qui a demandé à papa où il pouvait avoir les renseignements pour avoir où habitait cette personne-là. Alors papa a dit qu'il y avait différentes personnes qui portaient le même nom de Dubos, qu'il devait aller à la mairie pour se renseigner. Chose qu'il a faite, il est parti immédiatement, mais en partant, il a dit à mon papa, « Vous avez de la chance, monsieur Dubos. » Papa est immédiatement rentré voir ma maman.
et il a dit, tu sais, je m'en vais, c'est moi qu'on vient arrêter. Parce qu'il savait que les communistes étaient recherchés. Et donc, il a pris son vélo et ma maman l'a regardé et elle lui a dit, et moi, qu'est-ce que je vais faire avec les 3 gosses à la maison? Puisqu'il y avait moi, 9 ans, ma petite sœur, 6 ans, et ma plus petite sœur, 3 mois. Mon papa a dit, oui, je le sais, si on t'arrête, eh ben, je verrai, peut-être que je reviendrai, mais on verra. Et papa est parti. Papa est parti sans rien, son vélo uniquement. Et je vous certifie que durant toute la clandestinité, il n'est jamais revenu à la maison. À partir de ce moment-là, je suis devenue la petite fille d'un clandestin. Et donc, je ne savais pas où il était. Et alors, l'Allemand est bien sûr revenu voir maman. Et il a dit à maman, il est où votre mari? Maman lui a répondu que papa était parti pour chercher du ravitaillement, c'est-à-dire on cherchait dans les fermes des villages alentours des œufs, du beurre, de quoi se nourrir. Et donc, il a dit à maman, mauvais mari, est-ce qu'il a des femmes? Alors maman haussait toujours les épaules, elle ne savait pas, elle faisait plutôt, je dirais, entre guillemets, l'imbécile, comme si qu'elle ne savait pas, et donc il est reparti. Sauf que les Allemands sont revenus jour et nuit, toutes les 3 heures, pour voir si mon papa revenait. Je vous l'ai dit, il n'est jamais revenu. Sauf que, comme les Allemands, bien sûr, surveillaient la maison, et les Allemands ont demandé à maman qu'elle se présente à la Feldgendarmerie, la commandanture. La commandanture était là près du lycée Jeanne Hachette, la maison des frères Amiot d'Inville. C'est le long de la rivière, du terrain, c'est là que se situait la commandanture. Maman a donc été convoquée à la commandanture. Mais maman était une jeune femme qui avait 3 enfants et elle avait peur qu'on la garde et qu'on la garde en prison. Elle avait donc demandé à ma grand-mère maternelle de venir avec elle pour se rendre à la commandanture. Parce que si on avait gardé ma petite sœur, on avait gardé maman, il fallait amener ma petite sœur qui la nourrissait au sein. Et donc, ma petite sœur serait morte de faim si on l'avait gardée. Ma maman a été interrogée toute l'après-midi. Mais d'abord, elle n'avait jamais revu papa. On ne savait pas où il était. Et donc, ils lui ont demandé que si un jour il revenait ou qu'il se manifestait, qu'il veuille bien se présenter. Et puis, s'en est suivi, elle est rentrée à la maison et il s'en est suivi, non pas toutes les visites ont été espacées de plus en plus, il venait régulièrement voir à la maison si papa n'était pas rentré. Bien sûr qu'ils avaient compris que on ne disait rien, c'est vrai qu'on ne savait rien, mais nous on savait parfaitement que papa ne rentrerait pas. Et donc, j'ai donc été des semaines et des semaines sans voir mon papa, mais comme je vous l'ai dit, qu'on avait des tickets de restriction et qu'on avait à manger difficilement, ma maman avait pris la décision d'aller chercher, comme d'autres mamans, d'aller chercher, trouver à manger du beurre, des œufs, pas trop les légumes parce que des légumes, on avait un jardin et on avait un petit peu,
mais on n'avait pas de viande, on n'avait pas du lait, notamment pour les enfants. Et donc, elle avait décidé, on avait des amis qui habitaient à Rainvilliers, maman avait décidé d'y aller, toujours à pied, pas en auto, pas en autocar, d'abord pour se méfier de ne pas être suivi, qu'on trouve où on allait, parce qu'on pouvait très bien être suivi de loin, mais donc elle est partie à pied, bien sûr, moi et ma petite sœur, pas ma seconde sœur, maman l'avait dans une poussette, et on est arrivé à pied à la ferme. À la ferme, je peux vous dire le nom, du cultivateur qui s'appelait Loquet. Et quand on est arrivé dans cette grande cour dont j'ai toujours la vision, et j'y suis retournée déjà plusieurs fois, parce que quand vous vivez une époque comme j'ai vécu, et que on peut se poser des questions sur certaines choses, j'ai voulu, en grandissant, me rendre compte j'ai trouvé que c'était un exploit pour l'âge que j'avais, d'avoir été à pied, d'avoir secondé ma maman, et ça marque profondément l'enfant que j'étais. J'entre dans la cour et on entre dans la maison, et là, en entrant dans la maison, qu'est-ce que je trouve dans cette maison? Plusieurs hommes rassemblés autour d'une table. Et parmi eux se trouvait mon papa. Qu'est-ce qu'a fait la petite Denise quand elle est arrivée dans cette ferme? Immédiatement, je me suis jetée dans ses bras et j'ai crié « Papa ». Bien sûr, c'était la chose qu'il ne fallait pas que je fasse, mais quand on est enfant, on ne se rend pas compte des bêtises que l'on fait. Et à ce moment-là, maman a regardé, mon papa ne m'a pas embrassée. Et ma maman a dit « Excusez-la, monsieur, vous ressemblez tellement à son papa qu'elle vous a pris pour son papa. » Bien, je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'aurais reçu une claque ou j'aurais reçu je ne sais pas quoi à travers la figure, que forcément, tout le restant de l'occupation de la résistance, plus jamais je n'ai prononcé le mot papa. C'est pourquoi j'ai répondu tout à l'heure à l'un de vos camarades qui demandait. Pour les enfants, avoir un papa, avoir une maman, c'est tellement quelque chose de sacré que profondément au fond de moi-même, et donc je suis repartie comme ça. Ma maman ne m'a pas disputé, on ne m'a jamais parlé, mais pour moi ça a été gravé, marqué à vie. Alors ça, c'est entre autres un épisode. Bien sûr, on est rentré à la maison, il s'est passé des hivers très rigoureux, tout l'hiver 41, avec peu de chauffage à la maison, du bois puisqu'on chauffait avec un poêle, une cuisinière, et les enfants aidaient pour les travaux à la maison, casser le petit bois, toutes les choses. Et puis arrive, après cet épisode-là, je n'ai pas revu papa. On n'en a pas entendu parler tout en moi, parce que les enfants, je ne sais pas tout de la résistance de mon papa, bien sûr, parce que c'est des choses que les parents ne racontaient pas, et puis à plus forte raison, après la guerre, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on évite, on a tellement souffert de cette période-là qu'on n'en parle pas ou très peu. Est arrivé l'hiver 42, un hiver très rigoureux. On avait des galoches pour aller à l'école. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des galoches.
Mais des galoches, c'est une chaussure montante avec une semelle de bois. Et puis, il faut courir, il faut marcher comme ça, parce que, toujours pareil, les restrictions, il n'y avait pas de cuir. Le cuir, c'était pour les Allemands, les belles chaussures pour les Allemands, les vêtements chauds pour les Allemands, le bois pour les Allemands, le charbon pour les Allemands. On avait des tickets absolument pour tout. La restriction pour manger, le pain, les enfants étaient dénommés par J1, J2, J3. Plus vous étiez petit, plus vous étiez jeune, plus la portion était petite. Arrive l'hiver 42, un hiver très très rigoureux. Ce que je vais vous raconter a dû se passer, je n'ai pas de date précise parce qu'à l'époque, on marquait pas, on gardait le moins possible de documents précis. Ça s'est passé, je sais que ça s'est passé en novembre 42. La nuit, maman et ma tante, je vous ai dit qu'ils vivaient ensemble avec les 3 filles, ont entendu frapper à la porte. Il faut vous dire qu'on devait aussi être calfeutrés dans les maisons. J'entends par là, si vous aviez des volets pleins, la lumière ne devait surtout pas filtrer dehors parce que vous auriez été soupçonné de faire des signaux à l'aviation anglaise qui aurait pu survoler. Et donc, on était complètement calfeutrés. Maman a entendu frapper, appeler, « Madame, ouvrez vite !» Maman a cru que papa avait été blessé, on savait qu'il faisait partie de la résistance, parce que quand on vous dit entrer en résistance, on ne prend pas le train avec son pactage pour monter. La preuve, c'est que depuis qu'il était parti, papa était et clandestin et résistant, ou chez des gens de bonne volonté, des gens qui savaient ce qu'ils risquaient, qui pouvaient être aussi bien arrêtés, que c'était la peine de mort, mais des gens qui ont eu un courage extraordinaire. Maman a donc ouvert la porte. Et là, elle s'est trouvée nez à nez avec des Allemands qui ont perquisitionné la maison de la cave au grenier, partout. Il paraît que la maison était complètement entourée d'Allemands, pensant que mon papa était arrivé chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il avait été trouvé dans une maison à Bresles. C'est comme ça que ma maman a appris qu'il se trouvait à l'époque à Bresles. Parce qu'il fallait jamais, les caches, il fallait jamais rester plusieurs jours au même endroit. La preuve, papa n'aurait jamais dû se trouver et être arrêté à Bresles. C'est tout simplement parce que je vous ai dit que c'était l'hiver, qu'il y avait du brouillard et que les braves gens qui l'hébergeaient pour une nuit, ne voulaient pas qu'il parte du fait qu'il ne voyait pas bien clair pour circuler et qu'il y avait un brouillard immense. Il a donc été retardé par ces gens-là. Sauf que il avait été dénoncé vraisemblablement, peut-être involontairement, par quelqu'un qui avait été dans un café à Bresles et qui avait dû dire, au cours d'une conversation, peut-être qu'il avait bu un petit coup de trop, et qu'au cours d'une conversation, il a pu dire « Oh, il y a des résistants dans le coin, moi j'ai rencontré Dubo », parce que c'est comme ça que ça se faisait. Était-ce une dénonciation volontaire ? On ne le sait pas. Toujours est-il que ça s'est passé comme ça. Et donc, mon papa a été arrêté à Bresles. Sauf que, par aussi un réel coup de chance, quand vous savez que vous êtes recherché par les Allemands, que vous savez que vous allez forcément aller en prison, on ne connaissait pas les camps de concentration, mais on savait qu'on était arrêté pour partir à Compiègne, qu'on allait être torturé pour
pour avoir 1000 réponses avec qui on était, avec ce qu'on savait. Quand je pense qu'on décuple ses forces pour arriver à se sauver par n'importe quel moyen. Et c'est ce qu'a fait papa. Dans cette maison-là, il y avait 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années. Et les Allemands, bien sûr, étaient tout contents de rigoler avec 2 jeunes filles qui se trouvaient là. Et se trouvaient dans cette maison à Bresles, se trouvaient 2 ou 3 personnes, mais notamment une qui était un papa de plusieurs enfants. Le papa était arrêté. Il a été emmené à la caserne à Gel. Tandis que papa, qui suivait ce monsieur-là, qui était venu chercher des tracts, mais comme les gens qui habitaient dans cette maison ont vu que c'était des Allemands, qu'ils étaient perquisitionnés, et la dame, dans un patois picard, a dit devant papa, « sommes vendus » quand elle a vu les Allemands arriver chez eux. Et elle a vite fait mis tous les tracts dans son poêle et ils ont brûlé sans que les Allemands s'aperçoivent dans les tracts qui auraient dû être distribués. Papa, la maison est située dans l'impasse derrière l'église de Bresles. Et donc, quand vous êtes dans une impasse, on ne peut évidemment pas, on peut avancer, mais on ne peut pas reculer puisque c'est une impasse. Et papa, en arrivant au bout du couloir de cette impasse, il a dit « Oh, zut, j'ai oublié mes gants ». Il a donc fait demi-tour dans ce petit couloir pour aller chercher ses gants. Sauf qu'il n'a pas du tout été chercher ses gants. Mais les Allemands rigolaient avec les jeunes filles, mademoiselle, mademoiselle. Et pendant ce temps-là, papa, ça lui a permis de sauter les murs, le mur pour atterrir chez les voisins. Mais de mur en mur, il a fallu sauter plusieurs murs. Si bien les chiens aboyaient, les Allemands ont entendu, ils n'ont pas réalisé tout de suite que papa n'arrivait pas, ils s'en sont rendus compte qu'après, mais papa a fini par atterrir dans les marais de Bresles. Et dans les marais de Bresles, il y a des... je ne vais pas vous savoir trouver le nom, ma mémoire me fait défaut, il y a des tourbières. Des tourbières. Et quand vous plongez dans les tourbières, papa a eu les pieds et les mains gelés dans ces tourbières parce qu'il y restait un certain laps de temps, parce que les Allemands sont revenus, ils se sont bien sûr inquiétés de ne pas l'avoir trouvé. C'est ce qui a fait qu'immédiatement après, maman a été perquisitionnée chez elle puisqu'on pensait que papa arriverait à rentrer à la maison, mais papa n'est jamais revenu. À la suite de ses pieds et mains gelés, il fallait trouver une nouvelle planque. Et cette nouvelle planque-là, on ne se la trouvait pas facilement. Eh bien, papa a trouvé dans la famille du jeune Laurent à Agnès-Roncroll, où il a été hébergé. Mais la dame, quand elle a vu papa arriver, papa qu'elle connaissait bien, puisque je vous ai dit, il était un militant communiste très connu, donc il a été caché dans différents endroits où il connaissait les gens. Quand il est arrivé, elle lui a dit « Marcel, il ne faut pas rester ici. Son fils venait d'être fusillé par les Allemands pour distribution de tracts. Et son fils n'avait qu'une vingtaine d'années. Il a une plaque commémorative sur sa maison à Agnès. » Alors, vous voyez, c'est tous des épisodes que la petite fille que j'étais a vécu. On arrive donc là, après
après cet épisode-là, on a fait savoir à maman, des personnes sont venues voir maman et lui ont dit, vous savez, il faut absolument que vous trouviez quelque part une cache pour Marcel parce que il vivait dans la cabane du jardin de cette famille-là, de la famille Laurent à Agnès, parce que on ne voulait pas, ils ne voulaient pas que papa soit pris chez eux du fait que leur fils venait d'être fusillé. Et donc, c'est comme ça que j'ai, comment vous expliquer plus précisément, que j'ai assisté avec ma tante, je vous ai dit, les Allemands se méfiaient, à l'époque, les Allemands ne se méfiaient pas des femmes parce que je la résistance des hommes, mais il faut que vous sachiez que les femmes ont eu un courage immense, incroyable. Non seulement ils avaient à s'occuper des enfants, à s'occuper du foyer, de la nourriture, et puis qui ont bien souvent ou servi d'agent de liaison ou servi de cache pour les résistants. Et les femmes ont eu un courage vraiment exceptionnel. Pour certaines, elles ont donné leur vie. Et c'est comme ça que, je vous ai dit, être une petite fille à l'époque, je pense qu'en même temps, ma tante pouvant passer pour la grand-mère, servait aussi en même temps d'agent de liaison. Et elle m'a emmenée, ça c'est la discussion s'est passée devant moi, il faut croire que mes parents avaient une confiance extraordinaire. Moi, je n'ai jamais parlé. D'abord, je n'ai jamais été interrogée. Alors que certains jeunes de mon âge, qui avaient mon âge à l'époque, ont été interrogés, ont été emprisonnés la journée entière pour essayer, parce que les Allemands essayaient aussi de faire parler les Allemands. Pour moi, ça n'a jamais été mon cas. Et je pense que j'aurais été, presque j'avais vécu dans la ferme de Rainvilliers, je pense que j'aurais su, pour mon papa, j'aurais fait n'importe quoi. Mais donc, je poursuis mon histoire. Elle m'a emmenée, nous avons pris le train pour Rochicondé et elle est allée trouver une petite cousine qui vivait dans le hameau de Bruneval. Ça se situe à côté de Varlus. Bien sûr, maintenant, ça ne vous dira rien quand on dit un hameau. Les villes, tout est transformé. Maintenant, les villages se sont agrandis. Mais à l'époque, au Petit Bruneval, il n'y avait qu'une maison, une seule et unique. Donc, papa, elle a demandé, ma tante a demandé à cette petite cousine si elle pouvait prendre papa, qui était blessé, bien sûr, puisqu'il avait les pieds gelés et les mains gelées. Il fallait absolument qu'il reprenne un petit peu une santé. Et papa a été caché là une certaine période. C'est de là qu'est partie sa résistance, mais sa complète clandestinité. Maman ne pouvait dire à personne, et jamais aucun membre de ma famille n'a su où papa, quand il a été hébergé là, avant, on ne savait pas où il était, mais à partir de ce moment-là, papa a été vraiment complètement clandestin. Il n'avait de liaison que par maman et par les réseaux de résistance. Mais à partir de ce moment-là, il est devenu complètement clandestin, n'ayant d'activité que l'écriture et les actes de sabotage. Alors, merci beaucoup. Alors, on va voir si des élèves ont des questions.
Alors, approche-toi. Il s'agit de Nicolas qui vient vous poser une question. Très bien. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, donc les hommes qui étaient dans la ferme où se trouvait votre père, du coup, c'était des soldats allemands? Les hommes qui étaient avec ton père dans la ferme, c'était qui? Les hommes qui étaient dans la ferme avec ton père, c'était qui? Je vous ai dit, mon papa n'a jamais tellement évoqué. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vu et entendu. Alors là, j'ai toujours pensé que c'était des résistants parce que les réunions de résistants, au départ de la résistance, ça se faisait par petits comités des moments, 1, 2, 3 personnes. Là, il s'en trouvait plusieurs. Peut-être que papa portait des tracts, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que papa faisait à cet endroit-là. Vraisemblablement, c'était une réunion. Ou peut-être que l'un des participants avait appris que les Allemands allaient réquisitionner soit des pommes de terre, soit de la paille pour partir en Allemagne, et qu'ils avaient décidé d'aller mettre le feu à ce qui allait, parce qu'il y a eu des incendies un peu partout pendant l'occupation allemande, parce qu'il fallait faire du sabotage, fallait on disait à l'époque que les Boches n'aient rien. Parce qu'ils volaient tout à la population française, bien souvent même sans payer. Ce qui était réquisitionné, c'était pris sans argent. Par exemple, là je vous ai dit par rapport à la ferme, c'était vraisemblablement une réunion clandestine, comme ça en était une à Bresles où papa avait apporté des tracts pour les distribuer, se les partager, fallait en prendre que quelques-uns, essayer de les mettre dans une boîte à lettres sans être vu, ou alors, par exemple, ma maman transportait les tracts que mon papa écrivait quand il a été caché à Bruneval. Ma maman transportait les tracts que mon papa écrivait avec du papier carbone, c'est-à-dire que vous mettez une feuille blanche ou de couleur parce que c'était la crise du papier, une feuille de papier carbone, ensuite une autre feuille. On pouvait faire jusqu'à 3 épaisseurs de feuilles, mais il fallait écrire au papier crayon. Un papier en bois de crayon appuyé fort et distribué. À Bresles, c'est le cas. C'était une mini-réunion de 2 ou 3 résistants et je ne vous ai pas précisé qu'à Bresles, là, ça me vient d'un seul coup, il faut que vous le sachiez, qu'à Bresles, le monsieur qui a été arrêté, je vous ai dit qu'il était papa, il a été longuement interrogé. Il a été interrogé à la caserne Nagel à Saint-Jean. Avant, là maintenant, tout est transformé près du commissariat, près de la place où il y a les commerçants au plateau Saint-Jean à Beauvais. Il y avait ce qu'on appelait la caserne Nagel. Et les résistants qui étaient à Beauvais ont souvent et très longtemps été internés à la caserne Nagel où on les torturait. Il y en a même qui ont dû mourir, mais on ne connaît au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas encore ce qui s'est exactement passé comme atrocité dans la caserne Nagel. J'ai fait différentes recherches pour aider à écrire un livre sur les résistants. On a cherché de différentes façons, mais c'était caché, on ne savait pas. D'Agel, il partait souvent pour Compiègne et ensuite c'était la déportation. Mais vous voyez, il y a plein de secrets parce qu'on en, si vous voulez, quand vous avez vécu une clandestinité, quand vous avez vécu plein de choses, plein d'atrocités, on garde secret pour soi ce que l'on a vécu. Je n'ai
je n'ai parlé, et je parle maintenant librement de ces choses-là, mais j'ai été très longtemps. Mes enfants n'ont jamais connu ce que mes petits-enfants ont connu. J'ai éprouvé le besoin de témoigner parce que je trouve que ça a une importance pour l'avenir. C'est connaître son histoire, c'est savoir ce que l'on a vécu, les souffrances qu'on a endurées. Je n'en ai parlé que lorsque mes 2 premières petites filles ont eu l'âge que j'avais. Je me suis dit que quand même, avoir cet âge-là, j'ai mûri, j'ai grandi. Bien avant, je suis devenue une adulte, bien avant l'âge d'adulte. Et je vous ai dit, j'aurais aimé sans doute poursuivre des études. C'est par moi-même que j'ai appris plein de choses, mais que malheureusement, la guerre a volé une partie de ma jeunesse. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Il y a Youssef qui avait une question aussi. Est-ce que tu acceptes de te lever pour la poser? Alors, il m'a posé une question et j'avoue que je ne sais pas quoi lui répondre. Qui c'était la dame qui l'a accompagné? Qui était la dame qui l'a accompagné, qui a accompagné sa mère? Madame. Madame. Oui. C'est parce que j'ai une question. La dame qui a accompagné votre mère, c'est votre tante ou votre grand-mère maternelle? Parce que tout à l'heure, vous avez dit non, votre tante et ma grand-mère. Non, c'est ma tante. C'est la sœur de mon papa qui a vécu. Et pourquoi elle a vécu avec nous? Parce que j'ai aussi une histoire. C'est que cette femme-là était, cette dame-là était veuve de la guerre de 14-18. Et donc, elle est restée avec un petit garçon, ce petit garçon, à la guerre, était prisonnier de guerre. Et j'ai vu dans l'interrogation qu'a fait votre professeur, où il était question de la noce. C'est vrai qu'en juin 1940, j'aurais dû aller à la noce, mais que malencontreusement, la fiancée de ce fils de ma tante, qui était veuve de la guerre de 14-18, elle a été tuée au premier bombardement qui ont lieu près où se trouve actuellement la sécurité sociale, derrière la cathédrale, et qu'elle a été tuée. Alors, au lieu d'aller à la noce, elle est arrivée au cimetière. Oui, ça, c'est un épisode de la guerre. Alors, voyez, si la guerre, c'est pas un jeu. La guerre, c'est ce qu'il y a de plus atroce et que je ne peux souhaiter à aucun peuple. D'accord, merci beaucoup, madame. Mais il n'y a pas. Voilà. Corinne, pas de questions de notre côté pour le moment. Pas de questions. D'accord. On arrive sur la 3e partie. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu comment ça s'est passé, l'arrivée des Américains sur Beauvais? Est-ce que vous vous en souvenez? Ah oui, parfaitement. Merci. Oui. Alors, l'arrivée des Américains. Mon papa était toujours caché à Bruneval. Et on avait appris que forcément par les milieux de résistance et tout, papa est immédiatement parti parce qu'il y avait eu des réunions, tout plein de réunions clandestines ou par l'intermédiaire de maman qui servait d'agent de liaison. Et papa est parti immédiatement pour la destitution du maire de Beauvais. On installait le conseil municipal provisoire et papa avait été nommé
maire adjoint à la Libération, le maire étant Amédée Bourdon, et chaque parti politique ou chaque milieu de résistance avait nommé ou des conseillers municipaux ou des adjoints. Et c'est donc comme ça que j'ai appris. J'ai vu donc, moi, les Américains arriver d'abord à Bruneval, bien sûr, et puis à Beauvais. À Beauvais, c'était forcément la liesse, les gens étaient sur le parcours. Il y a eu aussi des résistants tués, puisqu'il y a des plaques, notamment au Faubourg Saint-Jacques, il y a une plaque. Il y en a une aussi en allant vers la caserne à Gênes, parce qu'il y a eu il y en a une aussi à Goincourt. Il y a eu la résistance dans les squares de Beauvais, il y a eu des mitraillages, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Alors, c'était la liesse pour certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit, pour certaines familles, ça n'était pas la liesse, parce que, oui, c'était la libération de Beauvais, oui, c'était la fête pour certains, mais combien de familles étaient sans papa parce qu'ils étaient ou prisonniers, ou certains déportés, ou certains emprisonnés dans différents endroits, ou résistants. Et les résistants ne se sont pas restés qu'à Beauvais puisqu'ils poursuivaient leur chemin. Et alors, pour moi, ce que j'en garde, du souvenir que j'en garde, c'est que c'est là qu'on a connu les chewing-gums, les plaquettes toutes plates parce que nous, on ne connaissait pas, on ne savait pas ce que c'était, mais pour moi, les Américains comme les Anglais, le souvenir que j'en garde, ça n'est que d'un très court passage, en fait. Moi, je n'ai, il n'y a pas eu, il y a eu quelques combats, mais pas beaucoup sur Beauvais. Alors, j'avais une question aussi, je voulais vous demander, est-ce que vous gardez une certaine rancœur par rapport aux Allemands du fait de ce que vous avez vécu pendant la guerre? Alors, je vais immédiatement vous répondre. Je vais vous dire que non, parce que si j'en veux aux Allemands, je dirais oui, mais ça dépend quels Allemands. J'en veux pas au peuple allemand, parce que, par exemple, quand ils sont venus chez nous, chez maman la nuit, c'était des papas comme les autres qui venaient perquisitionner, et quand ils ont vu que les enfants dormaient, ils ne les ont pas réveillés. Sans doute, c'était peut-être des papas comme les autres. Et je vais vous dire la raison pour laquelle, moi, personnellement, au peuple allemand, je n'en veux surtout pas, parce qu'ils ont souffert de la même façon que nous, on a pu souffrir, puisque les antifascistes allemands ont eux aussi été dans les camps de concentration et ont péri ou ont été tués de différentes façons. Ce que j'en veux, c'est aux nazis, à ceux qui ont tué les hordes nazis qui étaient enrôlés pour assassiner les femmes, les enfants. Ce que je ne vous ai pas parlé, c'est les arrestations qui ont été faites un peu partout contre les résistants, puisque Chateaubriand bien sûr, mais à Château-Rouge, nous, personnellement, toute l'Oise a particulièrement souffert. À Château-Rouge, où on a fait venir tous les hommes sur la place et on les a tués devant une ferme à Château-Rouge. À Anneville, pareil. À Troissereux,
on a tué des gens devant une ferme, à Ondeville. Alors, à la population allemande, non. Et je vais vous en dire doublement, c'est que bien sûr, la petite fille que j'étais, la petite fille a grandi, et en 1951, j'ai fait partie d'une délégation de l'Oise qui est partie au Festival international pour la paix de la jeunesse et des étudiants, c'est-à-dire qu'à Berlin, on s'est réunis, des milliers de jeunes ont été accueillis par les Allemands pour se donner la main et en signe de paix. Il y avait des jeunes de toutes les nations. Moi, je peux vous dire que personnellement, j'ai eu quelques difficultés par maman qui ne comprenait pas qu'elle avait tellement souffert de la guerre que je puisse accepter d'aller chez les Boches, comme elle disait si bien, parce qu'elle avait trop souffert et qu'elle ne tolérait pas. À force de discussion, mon papa était pleinement d'accord parce qu'on pense, nous, que il n'y a rien de tel que l'unité des peuples et que c'est comme ça qu'on peut arriver à faire la paix, l'union entre tous les peuples. Ça serait si beau que dans une même nation, tout le monde puisse s'entendre, qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qu'on soit de couleur, qu'on soit de nationalité différente. On est tous des hommes et des femmes, des enfants qui ont envie de vivre en paix. On pourrait tellement être heureux sur cette planète et qu'on n'arrive pas à s'entendre pour des discordes et quelquefois pour des petites choses. Mais pourquoi ne pas s'entendre, se donner, s'unir, faire la paix, qu'on croit et qu'on ait des idées différentes. Mais c'est très bien d'avoir des idées différentes, mais qu'on se tolère, qu'il n'y ait pas autant d'injustices, autant de choses différentes, qu'il y ait à manger, qu'il n'y ait pas les sans-abri. Moi, je me fais toujours du souci actuellement. Quand je me couche dans un lit, mais là, il faut penser qu'il y a des gens qui dorment encore dehors et si on m'avait dit ça à la Libération, il y aura des gens qui vont encore coucher dehors, mais je dirais, mais on est devenu fou, c'est pas possible. Alors que on a fait une transformation considérable. Les 50 dernières années du siècle, oui, je dis bien, les 50 dernières années du siècle dernier ont été d'une progression gigantesque. Moi, j'ai vu arriver l'eau, l'électricité à la maison. Attendez, on avait un poste de TSF, maintenant on a la télévision, on voit les gens. Là, je peux correspondre. Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, je sais pas. Je n'ai plus la capacité d'apprendre par rapport aux moyens modernes, mais on devrait être tellement heureux. Vous êtes confinés et vous voyez, c'est quand même une chose et on trouve le moyen de ne pas s'entendre. Alors qu'on pourrait se mettre autour d'une table et puis tout le monde se comprendre, ça serait si bien. Alors, mais voilà, oui, non, ça, mais j'en veux attention, j'en veux aux Allemands aussi bien qu'aux Français qui ont, pour certains qui ont dénoncé parce que ce que je ne vous ai pas parlé, il n'y avait pas à manger, mais il y avait à manger pour ceux qui avaient de l'argent, ceux qui pouvaient se payer le beurre au marché noir, les œufs au marché noir, les gigots au marché noir, la viande au marché noir, et puis ceux qui faisaient bombance avec les dignitaires allemands, les hauts placés, mais pas la population en Allemagne a mal vécu les choses. Non, je ne peux pas en vouloir au peuple allemand, c'est pas possible. C'est des hommes et des femmes comme nous qui travaillent, qui triment dans les champs, qui font des choses, et puis qui font des choses extraordinaires.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ah si, très bien. Corinne, de notre côté, on a une question. J'aurais 10 sur 10. Ah oui, parfait, j'aurais écrit. Corinne, de notre côté, on a une question. D'accord. Allez-y. Allez-y. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et votre message d'amour. Ça fait super du bien à entendre dans cette période un peu compliquée pour tout le monde. Et du coup, ma question, c'était à propos du général de Gaulle, parce que pour nous, c'est une figure de la résistance. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il représentait pour vous. De Gaulle, c'est une figure de la résistance. Et pour toi, il représente quoi? Il représente quoi pour toi? Lui, il a eu la chance, entre guillemets, d'aller en Angleterre. Mais c'est très bien. C'est très bien pour, comment je dirais, il a fait partie d'une tranche de la population qui a lutté pour la libération de la France. Mais comment je vous dirais, la libération notamment de la France comme les autres pays occupés ne s'est faite qu'avec la multitude d'identités de résistants. Lui, c'était une autre forme de résistance. Il a pu former des soldats puisque lui, c'était l'armée. Et l'appel du 18 juin, comme les appels du Parti communiste, c'est des opinions différentes, c'est ce que je vous ai dit. Il représente une tranche de la population avec une identité différente. Comme mon papa, par exemple, a fait partie de la commission d'épuration gérée par le département de l'Oise. Je vous ai dit, je ne suis pas croyante. Mon papa a fait cette commission d'épuration avec l'abbé Le Pévédic, curé résistante francière, qui cachait des aviateurs alliés qui avaient réussi à s'échapper ou d'un avion qui avait été bombardé et l'aviateur avait pu s'échapper. Il les a reçus et cachés dans son clocher. Qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est l'union entre... Toutes les idées sont bonnes, mais il suffit de s'accorder. Oui, il a fait des choses extraordinaires, oui, il a été là au bon moment, mais il faut pas moi, je suis pas plus pour une chose. Non. Moi, je dis que tous les gens de bonne volonté, aussi simplement, oui, je dis bien, ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Lui, il avait la chance d'être à un poste plus haut. Mais il a fallu lui aussi qu'il se batte parce que les Américains comme les Anglais aurait quand même bien voulu qu'on dise « Oh, ben c'est nous qui avons libéré la France. » Attention, ils y ont aidé, mais il n'y a pas eu il y a eu tous les résistants et ça a été reconnu par tous les gens d'opinions différentes que la résistance a été d'un secours, d'abord parce qu'on était du lieu, on connaissait, on savait où on pouvait se cacher, où on n'arrivait pas, mais oui, non, je trouve que c'est une identité politique différente. Okay. Je vous satisfais, non? Oui. Non? Alors, on aura une deuxième question, si ça ne vous dérange pas. Oh, mais non, pas du tout. Je suis à votre disposition. C'est avec plaisir, au contraire.
parce que j'ai peut-être pas été complète et puis peut-être que je le dis, moi je vous l'explique à ma façon et puis j'ai des difficultés pour voir, j'ai préparé plein de choses mais c'est pas facile, je suis devant un écran, je serai devant vous, je vous montrerai des documents, je pourrai discuter, là c'est pas la facilité, je vais dire, mais je suis très contente de vous rencontrer. Franchement, ça me fait très plaisir que vous participiez, que vous me posiez 1000 questions, même si je ne sais pas toujours y répondre. Très bien, merci beaucoup. Moi, je voulais savoir, après la libération, est-ce que vous avez reparlé de ce qui s'était passé avec vos parents ou c'était vraiment un sujet tabou? Non, je vous ai dit, on est tellement content d'abord de se retrouver tout le monde ensemble. La vie reprend le dessus. Il faut se trouver. Mes parents avaient des situations différentes d'emploi. La vie est complètement bouleversée. On a été des années sans se voir, sans pouvoir discuter. Et donc, cette chose-là, c'est mis comme dans ma mémoire. Je vous l'ai dit, c'est mis dans un coin. Je vous ai dit, je n'en ai jamais parlé mes enfants. Mes enfants savent plus de choses avec leurs enfants parce que j'ai éprouvé le besoin à ce moment-là. Et puis, je suis adhérente d'une association qui s'appelle l'ANACRE. Et donc, on essaie de reconstituer des choses et ça m'a à laquelle je participe volontairement et on m'a demandé pour aller témoigner j'ai témoigné beaucoup de fois dans les collèges, notamment à Mouilly et à Clermont. Et c'est un réel bonheur. Je voudrais tellement que les jeunes comprennent que quand vous avez une idée et que vous pensez qu'elle est bonne, il faut résister, ne pas vous laisser entraîner par quelque chose, suivre l'idée que vous avez, vous y arriverez forcément. La vie n'est pas faite que de choses faciles, simples. On a des échecs de ces erreurs, on trouve. Moi, je n'ai certainement jamais fait ce que peut-être j'aurais désiré un jour. J'en sais rien, mais il a fallu, avec peu d'études, avec peu de choses, il a bien fallu fabriquer quelque chose quand il n'y a pas d'argent à la maison, qu'on a vécu les restrictions, il faut se reconstruire. Et donc, c'est caché dans votre mémoire. Mais attention, vous voyez avec quelle foule je vous le raconte parce que je le vis dans moi. Je vis les moments, je vis l'instant, je vis les lieux. Peut-être vous n'allez pas me croire, mais j'appréhendais de vous rencontrer, d'être pas à la hauteur pour vous expliquer les choses parce que je les explique à ma façon dont je l'ai vécu. Mais vous voyez, c'est qu'on souffre trop mais on souffre sans s'en rendre compte. Papa n'était pas là, mais il fallait bien que j'aille faire du bois, il fallait aller ramasser des pommes de terre, les enfants, vous savez, il y a eu un concours sur la résistance où je crois bien qu'on a parlé un peu des enfants, mais on n'en parle jamais. Mais ils ont joué un rôle important, vous voyez. La preuve, c'est que ma tante, traînant par ça, avec la petite fille que j'étais, l'allemand ne se souciait pas, il ne l'aurait pas suivi. Une femme avec un enfant, il n'aurait pas su qu'elle portait des tracts. Jamais. Maman avec sa poussette, jamais elle aurait su. Et tout ça, moi je le vivais, je le savais, mais jamais j'aurais causé. Les tracts, maman les avait dans le fond de la poussette en bois de ma petite sœur et on allait les poster à la gare de Beauvais parce que maintenant, quand vous envoyez une lettre à la poste, il n'y a pas, ça vient de Milly, ça vient de Beauvais, ça vient de Paris, on ne sait pas, mais à l'époque on le savait, si on avait vu, vient de Varluy,
vient de Rochus-Condé, les Allemands auraient tout de suite fouillé. Il y aurait eu des gens bien intentionnés qui, moyennant de l'argent, auraient dénoncé telle et telle personne, même si ça n'était pas vrai. Il fallait se cacher pour tout. Et puis, il fallait vivre. Il fallait vivre. Les enfants avaient besoin de jouer. Vous savez, les Noëls, c'était pas grand-chose pendant la guerre, parce que il y avait rien. Il fallait déjà avoir du chauffage, pouvoir manger. Si je vous disais que le café, pour faire du café, c'était le moulin à café que vous n'avez pas connu, mais que j'ai plaisir à rencontrer les enfants du primaire qui veulent savoir comment on vivait à cette époque-là. Les enfants, qu'est-ce que je faisais pendant la guerre? J'écrasais le peu de café qu'on avait, c'était pas du café moulu qu'on allait chercher, on l'écrasait dans un moulin à café. Le blé pour que maman puisse faire du pain. Le blé que j'avais été glané, on le mettait dans le moulin à café mais c'était dur, pour faire de la farine et avoir du pain. Vous voyez, tout ça, c'est plein de choses. Et vous voyez que j'ai encore une mémoire des choses et que c'est avec plaisir que je vous le raconte. Merci beaucoup, c'est super. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous nous avez apporté. Je ne sais pas, j'ai essayé d'être fidèle, peut-être je n'ai pas bien suivi le programme, peut-être je n'ai pas été tout à fait, mais je voudrais qu'il reste quelque chose. Hein? Oui, et je voudrais vous lire quelque chose que j'avais écrit, si vous le permettez. Alors, un message. Je voudrais vous laisser un message de paix, de fraternité, d'humanité, de solidarité entre les peuples, quelle que soit la couleur de la peau, les idées différentes, croire ou ne pas croire, sans haine envers l'autre, et ne jamais oublier que la guerre n'est pas un jeu, elle détruit tout, les humains, les villes, les villages, et ne laisse sur son passage que ruine et malheur. N'oubliez jamais le message de Guy Môquet, jeune résistant communiste de 17 ans, arrêté pour avoir distribué des tracts, lycéen, arrêté le 13 octobre 1940 et fusillé le 22 octobre 1941. Alors voilà ce qu'il a écrit. Vous qui restez, soyez dignes de nous les 27 qui allons mourir. Alors, restez dignes d'eux, c'est rester fidèles à leur combat pour une France démocratique, libre de penser, pour la liberté d'expression, de conscience, pour l'égalité, la fraternité, pour la solidarité entre les peuples, rester fidèles à l'esprit de justice, de paix, de progrès social et démocratique. Voilà. Alors, je vais vous dire que j'ai toujours rêvé d'un monde meilleur pour tous. Eh bien, merci, merci, merci. Merci de m'avoir reçu. J'aurais tellement aimé vous rencontrer, mais que c'est un vrai, que j'espère qu'un jour, vous garderez quelques souvenirs de ce que je vous ai dit. Mais surtout, résistez. Alors, Rémi, est-ce que tu veux dire un mot pour finir et je reprendrai derrière toi? Je veux bien. Alors, je me suis pas trop montré, mais voilà, je suis votre professeur. Bonjour. Mais merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Nous, en cours d'histoire-géographie, on montre des choses aux élèves, on montre des documents, des photographies, etc. Mais ça n'a pas du tout la même valeur que le témoignage que vous pouvez apporter, ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et la façon dont vous avez pu voir les choses. Et c'est toujours 1000 fois plus enrichissant
que ce qu'on peut faire, nous, avec les moyens qu'on a. Et encore, merci énormément pour ce témoignage. Ça nous apporte énormément. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je pense toujours que les livres, j'aime les livres d'histoire. J'ai toujours aimé les livres d'histoire et de géographie. Mais je pense que c'est quelque chose d'autre qui reste gravé quand on apporte des témoignages, quels qu'ils soient, de ce qu'on a vécu. Et je pense que, je ne me vois pas, mais je pense que toutes les personnes sont comme moi, quand on exprime et qu'on ressent quelque chose, je pense qu'il en reste quelque chose, il en reste toujours quelque chose du témoignage. Et puis, je n'ai plus 20 ans. Alors, vous imaginez, vous avez encore la chance, je suis la dernière génération qui peut encore témoigner de ce qu'elle a vu. Parce que les résistants, il y en a. Mon papa aurait eu 118 ans hier. Alors, de fait, il y a certaines choses qu'il a fait que je ne sais pas et que je ne saurais jamais, qu'il n'y a personne qui sait. S'il a mis le feu, s'il a coupé les lignes téléphoniques, s'ils ont mis quelque chose sur les rails de chemin de fer, je n'en sais rien. Et puis on n'en tenait pas une fiche, hein. On ne tenait pas une liste de qui était résistant, qui ne l'était pas, ni l'identité, ni les lieux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Oui, merci. Merci encore. Alors, on a une élève qui voudrait vous dire quelque chose. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous dire qu'au nom de la classe de terminale STMG2, on vous remercie et de nous avoir parlé de votre expérience. Et voilà. Eh ben, merci, c'est très gentil. Moi, je suis vraiment très honorée que vous m'ayez écouté. J'espère que ça vous apportera et peut-être participerez-vous au concours de la résistance s'il a eu lieu. Ça sera si vous avez besoin de documents ou si vous avez besoin, j'espère qu'on pourra se voir et que ça sera avec plaisir. Mais si on ne peut pas se voir, par l'intermédiaire de ma petite fille, vous pouvez me demander, je répondrai présente. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Je vais couper parce qu'ici, ça va bientôt sonner. Je vous remercie beaucoup. Le temps a passé. Merci, au revoir. On s'appelle. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir.